Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les États généraux de l'éducation se sont clôturés à Bujumbura avec la formulation de plusieurs recommandations, l'insuffisance des ressources humaines et financières, le sureffectif des écoliers, élèves et étudiants dans les classes, etc. Les défis à relever dans ce secteur de l'éducation se situent à tous les niveaux. Et dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous avons un invité, professeur Libera Ntibashira Kandi. Vous êtes enseignant à l'Université libre de Bruxelles. Je crois que vous êtes toujours là. Et puis, vous contribuez régulièrement depuis plusieurs années dans le secteur de l'éducation. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je peux dire que vous avez également participé à ces états généraux de l'éducation qui se sont tenus à Bujumbura via Zoom, parce que c'était diffusé en direct sur Zoom. Et il y a eu à la fin des recommandations qui visent entre autres la formation des enseignants à tous les niveaux, du préscolaire à l'enseignement supérieur, en passant par l'école fondamentale et post-fondamentale. On a également demandé qu'il y ait la collecte des fonds pour financer l'enseignement, les recherches et l'achat des matériels. Il y a eu beaucoup de recommandations. Vous, en tant que contributeur permanent dans ce domaine de l'éducation au Burundi, espérez-vous des avancées dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Burundi à partir de ces recommandations-là? La réponse est non. Pas du tout alors. Pourquoi? Tout simplement, dans la note conceptuelle qui annonçait notamment ces états généraux de l'éducation, il était stipulé qu'un des objectifs de ces assises, c'était d'évaluer ensemble avec tous les partenaires du secteur le pas franchi dans la mise en œuvre des réformes d'entreprise. Donc je dis bien d'évaluer. Notamment, les grandes réformes, c'est l'école fondamentale, c'est le BMD, donc baccalauréat, master, doctorat, et aussi l'école doctorale. Bon, il y a eu d'autres réformes, mais les principales sont celles-là. Or, pendant les 3 jours, alors que, par exemple, l'école fondamentale a été évaluée sur demande du gouvernement burundais et avec un financement de l'UNICEF, ce rapport n'a pas été discuté. Les recommandations qui se trouvent dans ce rapport n'ont pas du tout été portées à la connaissance des participants. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce rapport qui a été caché prouve à suffisance que la réforme a été un véritable fiasco. C'est le prix noir sur blanc dans ce rapport. Donc, un des objectifs principaux de ces assises n'a pas été atteint. Oui, c'est vrai, les états généraux de l'éducation ont le mérite d'avoir eu lieu. C'est vrai, beaucoup de thématiques ont été abordées et plus d'une trentaine pratiquement de recommandations. Mais pourquoi je dis que il n'y aura pas des retombées de ces assises, ou du moins l'amélioration de la qualité de l'enseignement, qui était un des objectifs visés par ces assises? C'est parce que tout simplement, à l'issue de ces 3 jours, il reste un flou total quant au projet de l'école burundaise. Qu'est-ce que j'entends par l'école burundaise? Pour moi, en fait, il aurait fallu que ces assises soient un nouveau départ de la refondation complète du système éducatif burundais et sortir de ces 3 jours avec un projet de l'école bien défini, c'est-à-dire un projet de l'école qui
qui forment des citoyens et imprégnés des valeurs d'Ubuntu et d'Oshingadai, des valeurs de respect, de tolérance, de solidarité, de culture de la vérité, de sens élevé de responsabilité, de l'intégrité morale, de l'honnêteté, bien sûr, en plus des compétences d'analyse des problèmes et de résolution de ces problèmes, d'esprit critique, d'esprit de synthèse, des capacités de communiquer correctement, oralement et par écrit. Et bien sûr la maîtrise d'au moins 3 langues, le Kirundi, parce que vraiment il faut que l'école burundaise mette en avant la culture burundaise, mais aussi 2 langues étrangères, le français et l'anglais. Malheureusement, pendant les 3 jours, malgré les interventions, cette recommandation n'a pas été mise en évidence. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, c'était reconnaître qu'il y a des failles dans le système éducatif burundais. Et aussi, c'était toucher le problème numéro 1 de politisation de l'enseignement au Burundi. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, certaines thématiques, certaines recommandations qui dérangeaient. Autre raison, l'éducation, ce n'est pas seulement le savoir qu'on transmet en classe, mais il y a aussi le comportement des adultes. Parce que les jeunes ont besoin d'une référence. On ne peut pas donner des directives de bonne conduite, vie et mœurs, alors que un directeur d'école, un enseignant, couche avec ses élèves. Vous savez, le problème existe. Donc, d'où la raison pour laquelle de mettre en avant ces valeurs. Et moi, personnellement, sur ce point, c'est le préalable. Hein, donc, c'est le préalable. Et puis, il n'y aura pas de qualité de l'enseignement. On a parlé longuement de pilotage du système éducatif burundais. Qui sont les pilotes? L'enseignant pilote sa classe, le directeur pilote son école, l'inspecteur pilote au niveau de la commune ou de la région, et ainsi de suite, jusqu'au ministre qui doit piloter l'ensemble du système éducatif burundais, d'arrêter des programmes, des choix politiques. Mais pour que justement la qualité de l'enseignement ait lieu, il fait que tous ces pilotes mettent en avant ces valeurs. Autrement dit, quel est le produit fini de l'école burundaise? Donc, moi, je m'attendais à ce qu'on sorte de là avec une vision globale de refondation du système éducatif burundais, en touchant les défis ou les problèmes visibles, notamment cette question de politisation de l'enseignement au Burundi. Vous savez très bien que le recrutement se fait sur base, malheureusement, d'appartenance politique et parfois ethnique. Et voilà. Donc, autre raison qui expliquerait justement les attentes minimes, je dirais, je l'ai souligné, le fait de reporter l'évaluation des réformes qui ont été menées, c'est la première recommandation, si vous voulez. Donc, alors que l'objectif était, un des objectifs était celui-là. Alors, peut-être 2 exemples de recommandations qui, pour moi, auraient dû être rejetées. J'ai participé effectivement, j'étais là lors de la lecture des recommandations, et on n'a pas donné la possibilité aux participants de valider, d'accepter ou de rejeter les recommandations. Et voilà, ils ont donné la parole après la lecture aux grands groupes, c'est le terme qu'ils ont utilisé, et je déplore que ce qui était en ligne, c'était considéré comme un petit groupe, puisqu'on n'a pas eu droit à la parole pour commenter les recommandations. Alors, la recommandation numéro 15, qui fait objet de privatiser les services sociaux de l'Université du Burundi. C'était une recommandation en 2014, mais qui n'était pas libérée de la même façon.
ici, lors de la présentation sur la question, il a été clair et net que les hommes de l'Université Burundi seront gérés par un particulier, y compris la restauration. Donc, privatiser les services sociaux au Burundi, alors que l'Université du Burundi accueille la majorité des enfants dont les parents n'ont aucun revenu, ça donne froid au cœur. Mais en ce qui concerne les hommes universitaires, j'ai vu que on a mis qui seront gérés conjointement entre le public et le privé. C'est la meilleure façon de dire, d'une façon cachée, que la gestion des homes et le restaurant seront privatisés en fait. C'est en particulier. Autrement dit, je pense qu'ils vont signer un contrat avec l'Université du Burundi et décider le montant qu'il va verser chaque mois, je ne sais pas, mais la gestion reviendrait au particulier. Le privé, c'est le gain. L'objectif, c'est le gain. Et dans tous les pays du monde, il y a toujours des cas sociaux. C'est-à-dire, malheureusement au Burundi, la majorité des enfants, des étudiants qui fréquentent l'Université du Burundi sont originaires de la campagne, dont les parents n'ont aucun revenu, donc incapables de financer, les études les études universitaires. Et d'ailleurs, j'ai posé la question aux participants. Les ministres qui étaient là, les parlementaires, les éminents professeurs d'université, n'eût été l'aide de l'État du gouvernement burundais, autrement dit la bourse et le logement dans les groupes universitaires, que la majorité, je dirais bien, la majorité d'entre eux ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. Je suis honnête, je suis de ceux-là. N'eût été le soutien, l'aide apportée par le gouvernement burundais, moi je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai le courage de le dire. Alors, pourquoi une telle décision? Pourquoi une telle recommandation? Je dirais que c'était après moi le déluge. Hein? Et donc c'est vraiment triste. Et je pense que ici je salue le courage du représentant des parents et du représentant des syndicalistes. Ils ont dénoncé publiquement cette mesure. Et je pense honnêtement, plutôt cette recommandation, je pense que cette recommandation devrait être retirée et repenser complètement la gestion des services sociaux, donc notamment la restauration et le logement, donc les robes. Et d'ailleurs, ce serait malin de communiquer publiquement avec les partenaires internationaux que l'Université du Burundi et l'ENS accueillent des enfants dont les parents sont démunis et mobiliser des fonds justement pour appuyer l'Université du Burundi et l'école normale supérieure parce que ce sont des enfants, les étudiants qui fréquentent ces deux établissements sont des enfants dont les parents n'ont pas beaucoup de moyens. Et les partenaires internationaux seront sensibles sur ce volet social. Et d'ailleurs, le rôle de l'université aussi, c'est cela. C'est vraiment être à l'écoute. Il faut que l'enseignement supérieur universitaire soit inclusif. Ici, toutes ces mesures sont plutôt exclusives. Donc, c'est-à-dire, d'ici quelques années, si cette recommandation est mise en application, l'enseignement supérieur universitaire sera pour les enfants dont les parents sont riches ou de la classe moyenne et pas les paysans. Et on sait très très bien combien d'enfants seront exclus du système éducatif mondial suite notamment à cette recommandation. Deuxième exemple, c'est la recommandation numéro 17. La recommandation numéro 17 qui concerne le financement effectivement du système éducatif mondial. Je suis à 100% d'accord, les défis sont énormes et les moyens manquent. Je suis d'accord qu'il faut une stratégie ou des stratégies de mobiliser des fonds. Et je suis 100% d'accord de créer un fonds commun de l'éducation.
Mais aller ponctionner le maigre salaire des fonctionnaires de la fonction publique principalement, donc, comment dirais-je, une ponction de plus, puisqu'on sait déjà qu'il y a des retraits au salaire des fonctionnaires pour financer, qui ont été décidés dans d'autres cadres. Or, on sait aujourd'hui au Burundi que les salaires sont bas, que le franc burundais a fortement dévalué et que les prix des premiers denrées, des premières nécessités ont fortement augmenté. Alors, aller ponctionner un millième du salaire du petit enseignant, je trouve quand même ça ne va pas. Il y a un grand problème en fait. Alors qu'il y a d'autres solutions qui ont été proposées, notamment augmenter des taxes sur les produits de luxe, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est liqueur et champagne, c'est-à-dire tout ce qui est véhicule, par exemple, tout ce qui est le tabac, les quitus, autrement dit, les produits importés, les billets d'avion. Et là, on ne touche pas le bas peuple, on ne touche pas ces fonctionnaires qui ont un petit salaire. Voilà, donc, cette recommandation pour moi aussi est à reformuler et pas vraiment sanctionner toujours d'une certaine manière les fonctionnaires de l'État alors qu'ils paient déjà des impôts. Donc, il y a un grand souci. Pourquoi cette mesure qui a été proposée n'a pas été retenue, donc d'augmenter les taxes sur des produits de luxe, mais qu'ils ont mis en avant disons le retrait d'un millième du salaire des salariés. Bon, voilà. Donc, il y a d'autres... Mais sur ce cas précis, on a également exigé le prélèvement fiscal aux grosses entreprises, mais également le prélèvement de 1,5% des recettes fiscales pour le financement de l'éducation. Mais 1,5% des impôts, je suis 100% d'accord, puisque ces impôts sont déjà payés. Mais par contre, pour les fonctionnaires, moi je ne suis pas du tout d'accord pour des raisons que je viens d'évoquer effectivement. Ok, contribution comment dirais-je, des Burundais, mais en tenant compte de la réalité burundaise, notamment la pauvreté, les salaires qui sont bas, la dévaluation de la monnaie burundaise, comme je le soulignais, et les prix de première nécessité qui ont fortement augmenté. Et donc voilà, il y a effectivement des pistes de solutions, mais qui ne frappent pas le petit citoyen. Ok, les gros salaires, je serais d'accord, mais c'est pourquoi je disais qu'il faudrait reformuler la recommandation, mais surtout pas, franchement, toucher sur les salaires des fonctionnaires, dont les montants sont tellement bas. Et à propos justement de l'enseignement supérieur, il y a des participants qui ont demandé que le prêt bourse soit majoré. Vous savez que le prêt bourse, c'est à partir de 60 000 francs. Et ils ont demandé qu'il soit majoré, même le secrétaire permanent, je crois, de l'éducation, du ministère de l'Éducation, en a parlé. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Concernant le prêt bourse déjà, c'est ma position qui date des années. J'ai combattu, j'ai dénoncé cette mesure. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Si on donne, donc on instaure le prêt bourse effectivement, l'État doit s'engager à trouver de l'emploi pour tous les lauréats, pour qu'ils puissent rembourser. Aujourd'hui, la majorité des lauréats des universités burundaises sont où? Dans la rue. Les taxis motos, les taxis vélos, comme vous le savez très bien, etc. Ce sont des sièges universitaires. Ce sont des serveurs dans des restaurants, de petits jobs. Donc, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, ce prêt bourse, comment il est géré aujourd'hui?
l'État est incapable de verser chaque mois, à la fin de chaque mois, ce pré-bourse. Donc, pour moi, première chose, c'est pourquoi je disais que ces assises auraient été un point de départ pour la refondation du système éducatif burundais. Pour moi, il faut purement simplement supprimer le pré-bourse, garder comme bourse, effectivement augmenter la bourse. Et d'ailleurs, c'est en contradiction avec la recommandation numéro 17. À quoi servira ce fonds? Un parent va payer de l'argent pour financer l'éducation et en même temps, on donne un pré-bourse. Et son fils ou sa fille s'endette. Ça n'a aucun sens, il y a une contradiction. D'accord, il faut effectivement financer le système éducatif burundais, mais supprimer la bourse. Plutôt supprimer le pré-bourse. Garder la bourse. Il faut que ce fonds de solidarité, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ça pourrait motiver, encourager les Burundais à financer le système éducatif burundais. Sinon, c'est mitigé. D'ailleurs, la question qui a été posée, c'est comment ce fonds commun de l'éducation sera géré. L'on sait comment, aujourd'hui, les caisses de l'État sont gérées. Hein? Et est-ce que qu'est-ce qui va motiver tous ces Burundais qui ont une bonne volonté de financer le système éducatif burundais sans une gestion avec rigueur? Donc, pour répondre à la question, ma position est claire. Il faut augmenter le montant, l'aide qui est apportée aux jeunes Burundais. Et puis, c'est important de souligner le lien entre la qualité de l'enseignement et les conditions de travail des étudiants. Comment expliquer à quelqu'un qui fait le sport, l'IEPS, faire les activités sportives pendant toute une journée, alors qu'on n'a pas pris un petit déjeuner, c'est vraiment faire user ces jeunes. Donc, bref, pour moi, ok, financement du système éducatif burundais, moyennant des décisions quand même justes, surtout par rapport aux familles démunies. Deux, il faut que cet argent serve à notamment faire améliorer les conditions de travail, non seulement des enseignants, mais aussi des étudiants de l'Université Burundi. Donc, leur accorder une bourse non remboursable. Et d'ailleurs, je donnerai un exemple. L'Haïti, c'est un pays pauvre, comme le Burundi. Mais l'enseignement est gratuit depuis l'école primaire jusqu'à la fin des études de l'université. Il n'y a aucun frais. Pourtant, la pauvreté est la même. Donc, les deux pays sont comparables par rapport à la richesse. Et si l'Haïti est capable de faire, sachant que la gestion là aussi en Haïti c'est problématique, si l'Haïti est capable de faire cela, le Burundi est capable de le faire. Et donc voilà, c'est ça ma position par rapport à cette question de pré-bourse. Justement, c'est le manque de financement, l'insuffisance de financement du secteur de l'éducation, ça s'est observé à tous les niveaux. Et vous avez entendu le vice-président de la République qui a proposé par exemple au niveau de l'école fondamentale que les natifs et la population qui contribuent pour la construction des écoles puissent également contribuer pour l'achat des bancs pupitres pour chaque classe construite. Et qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est la démission du gouvernement, dans le gouvernement en fait. Le rôle de l'État, il y a 3 missions principales. C'est éduquer sa jeunesse. Éduquer, ça signifie financer aussi les études. 2, c'est soigner sa population. 3, c'est alimenter sa population. Donc, si un gouvernement, l'État dit les parents, financez tout pour l'éducation de vos enfants, je me pose la question, les impôts qui sont payés par la population,
ça servira à quoi? À enrichir certaines personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est comment dirais-je? Le Burundi c'est un pays comme les autres. Ce n'est pas un îlot. On sait comment ailleurs ça fonctionne. Le rôle de l'État, c'est d'organiser un système éducatif adéquat et en même temps financer l'éducation, l'enseignement de sa jeunesse. C'est pour préparer l'avenir d'un pays. Oui, les parents peuvent contribuer dans les travaux communautaires, ça c'est le patriotisme, mais il est hors de question pour moi que les parents puissent en plus payer les livres, acheter les bancs. Ça c'est le rôle de l'État, parce que tout simplement les impôts qui sont ponctionnés, qui sont payés par la population, justement servent principalement à construire des infrastructures, notamment entre autres les écoles, à acheter du matériel, à payer les salaires des enseignants. Et voilà. Donc ça, ce n'est pas vraiment le rôle. Les Burundais sont aujourd'hui fortement exploités en fait. On voit des taxes divers, financer les élections, achat des bancs et pupitres, construire les écoles, construire les permanences du parti au pouvoir. Non. Il y a des limites. Il y a des limites. Donc, pour moi, ça, c'est inacceptable. Dans ces états généraux, on a proposé la mise en place d'un fonds national pour la recherche, et pour financer les recherches, et que ce soit au niveau de l'enseignement public et que ce soit au niveau de l'enseignement privé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? En fait, normalement, quand le budget destiné au ministère de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de la recherche scientifique, il y a le volet recherche. Et je sais très bien qu'à l'Université du Burundi, il y a même une direction de la recherche. Donc, cette direction est dotée des moyens et c'est financé par le gouvernement en principe. De deux, une université moderne vit des financements extérieurs. C'est-à-dire quoi? L'université est organisée en facultés. Dans les facultés, il y a des centres de recherche et qui, normalement, répondent à des appels à projets, à des consultants. Aujourd'hui, au Burundi, il y a des consultants, on le sait très très bien, mais aucun sou n'entre dans les caisses de son université. Alors que les enseignants utilisent les moyens de l'université, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et parfois le papier, parfois j'en passe. Naturellement, il faudrait revoir comment l'organisation de cette activité, faire en sorte qu'un certain pourcentage soit versé dans les caisses de l'État. Autrement dit, il faut que les recherches, les consultances qui sont menées au Burundi par les académiques puissent financer finalement la recherche. Qui dit recherche, il faut que les enseignants, les professeurs d'université puissent participer dans les conférences et travailler en réseau avec d'autres. Deuxièmement, il y a des organisations internationales qui lancent des appels à projets pour le monde universitaire. Je peux parler de l'Union européenne, je peux parler de l'Agence universitaire pour la francophonie, je peux parler de la coopération universitaire belge et bien d'autres pays comme les Pays-Bas, les États-Unis, etc. Malheureusement, ce sont des opportunités justement pour financer la recherche. Et malheureusement, le Burundi est absent dans beaucoup de réseaux. Et voilà. Donc, autrement dit, il faut des stratégies. Je les ai proposées. Il faudrait créer au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique une cellule
qui est chargé de faire la veille à projet. C'est-à-dire tous les appels internationaux, il faut que le ministère puisse les connaître et les centraliser au ministère. Et par la suite, les partager dans les délais requis dans les universités. Deux, il faut qu'au sein du ministère, il y ait une équipe qui formée en matière de rédaction des projets, pour que justement le ministère aussi puisse participer dans des programmes internationaux. Aujourd'hui, je déplore que tous les projets que vous voyez sont rédigés par des partenaires internationaux. Et ce sont ces partenaires internationaux qui reçoivent de l'argent qui était destiné pour le Burundi. Et naturellement, 40% peut-être arrivent au Burundi. Le reste sont des salaires des employés de ces organisations. Oui. Je ne citais pas des exemples, mais au ministère, ils connaissent ces organisations. C'est inacceptable. Ailleurs, une université, quand même, doit avoir des capacités à répondre à ce genre de projet. Troisièmement, au sein de l'université publique, qui est d'ailleurs la sœur, il y a l'ENES et l'université du Burundi, il devrait y avoir aussi une cellule chargée de faire la veille à projet et aussi une équipe formée pour rédiger, pour répondre à des appels à projet. Ça permettrait de financer la recherche dans différentes universités. Quand je cite l'université du Burundi, c'est un exemple, les autres doivent faire exactement la même chose. Donc, la gestion de la recherche, toutes ces consultances, il faut réglementer. Deux, il faut faire en sorte que le Burundi profite des opportunités dans le domaine de la recherche, notamment des financements des grandes. L'Union européenne lance des appels, donne des fonds jusqu'à 1 million d'euros, en partenariat avec, bien sûr, c'est un réseau. Mais là-dedans, ça permet de financer les équipements. Je pourrais citer des exemples. Je viens de coordonner un projet européen qui s'appelle RIAMOOC, qui consistait à accompagner les universités africaines à créer des MOOC. Et toutes ces universités ont été équipées en studio d'enregistrement des cours. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous voulez? La balle est dans le camp, justement, des décideurs politiques. C'est la raison pour laquelle je déplore que les États généraux n'ont pas abordé d'une façon détaillée, en associant des experts qui se connaissent pour justement partager cette expérience. Voilà. Donc, pour qu'en fait, quand on fait des propositions, on sache clairement à quoi s'attendre. Et voilà, d'où l'inclusivité dans l'organisation de ce genre de forum. Il y a des Burundais patriotes qui souhaitent fortement aider, mais malheureusement, le contexte politique ne le permet pas. Ici, je reviens à la problématique fondamentale du système éducatif burundais, c'est la politisation de l'enseignement au Burundi. Et voilà. Et je terminerai par là, peut-être pour répondre à la question, il y a un problème majeur de liberté académique. Liberté académique, ça signifie quoi? Un docteur, un enseignant qui met sa carrière universitaire doit absolument avoir une liberté de dire la vérité. Quand j'entends, par exemple, un professeur d'université vraiment apprécié dire que l'éducation est gratuite, la mesure qui a été prise en 2005 de gratuité de l'enseignement de tous les enfants d'âge de lettres, c'est un mensonge éhonté, et l'entendre d'une bouche d'un universitaire, je trouve que c'est triste. Parce qu'il sait très bien que les parents payent beaucoup, soi-disant pour construire ceci ou cela, soi-disant pour les amours, etc. Avant cette mesure, les frais de scolarité, je crois que c'était 1500 francs. Aujourd'hui, dans certaines écoles, on peut aller jusqu'à 30 000, voire même 60 000. Donc, cette gratuité tant chantée, c'est un mensonge. Et il n'y a pas de liberté académique.
quand on dit la vérité, comme je suis dans de le dire, on est qualifié de ne pas être sage. Alors qu'il y a confusion, dire la vérité, rien que la vérité, c'est plus sage et ça rentre dans les valeurs burundaises. Donc, il y a cette dimension de déplorer que cette liberté académique n'est pas respectée par les concernés, d'où malheureusement la raison pour laquelle les résultats des États généraux étaient biaisés. Je pourrais multiplier des exemples. Quand on jette des fleurs sur l'école fondamentale, qui a d'éminents professeurs reconnus au niveau mondial qui participent à l'école fondamentale, il suffit d'aller voir les travaux, c'est-à-dire les thèses des lauréats. C'est du plagiat. Et la qualité n'y est pas. Et, tout ça, c'est une réalité qu'on n'a pas le courage de dire. Donc, je pourrais multiplier des exemples pour pointer du doigt un problème sérieux, j'allais dire même d'éthique académique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le système éducatif. Bon, ce qui favorise ce manque de qualité justement de l'enseignement, il y a la formation des enseignants. Et par exemple, dans ces états généraux, on a dit que les enseignants, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, ne sont pas formés en pédagogie universitaire. Donc, c'est la même chose au niveau de l'école fondamentale. Les enseignants ne sont pas finalement formés à enseigner. C'est un drame, hein? C'est un drame parce qu'au Burundi, il y a des enseignants au niveau de l'école fondamentale qui enseignent des matières qu'ils ne connaissent pas, même des langues qu'ils ne parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, suite à justement cette réforme, il y a des enseignants qui enseignent 4 langues. Le français, l'anglais, le kirundi, le swahili. Donc, et parmi eux, ils le disent, tous les témoignages, il y en a qui n'ont jamais suivi un tel cours. Donc, vous comprendrez, les résultats sont... Donc, oui, il y a un problème de formation des enseignants. D'abord, la formation initiale, avec justement ce discours mensonger de gratuité de l'éducation des enfants en âge d'être scolarisés, il y a cet engouement d'inscription. Donc, les écoles ont été débordées. Et le gouvernement a été obligé de recruter des enseignants qui n'ont jamais été formés. En plus du clientélisme, pour donner de l'emploi, bien sûr, aux membres du parti au pouvoir. Et donc, il y a un problème de formation initiale. C'est la raison pour laquelle une des recommandations des syndicalistes, vraiment, il faut saluer le courage des syndicalistes, d'organiser la formation initiale des enseignants, de créer des instituts de formation des enseignants dans chaque province. Alors, l'autre problème, c'est la formation continue, le recyclage, parce que la technologie évolue, les méthodes d'enseignement évoluent. Il faut un recyclage, disons, régulier des enseignants. Et ça, c'est malheureusement un problème aussi, suite au manque de moyens, en fait. Pour l'enseignement supérieur universitaire, dans le temps, il y avait une politique qui a été initiée sous Bagaza, vraiment une politique de formation des formateurs. Et j'ai profité de cette politique, et bien d'autres, bien sûr, tous les assistants, les meilleurs, il y avait une rigueur dans le recrutement des assistants, étaient envoyés après 2 ans d'assistanat à l'étranger pour faire un doctorat, un PhD, c'est-à-dire une thèse avec publication en fait, dans des revues scientifiques. Bref. Et après 5 ans, normalement, on rentrait avec une thèse. Et donc, il y avait la qualité. Et d'ailleurs, il y a très peu qui ont échoué leur thèse en fait. Parce qu'il y avait une présélection en amont. Et d'ailleurs, certaines thèses ont été même primées.
Ça, c'est une réalité vérifiable. Donc, aujourd'hui, avec, je crois, le système qui s'est fortement détérioré pour plusieurs raisons, malheureusement, aussi, le produit qu'on met sur le marché au niveau de l'enseignement universitaire, c'est vraiment pose question. Les doctorats se font en 3 ans dans certains pays. Ce n'est plus le PhD qu'on fait du temps dans les années 80-90. Donc, on multiplie finalement. Et puis, le problème aussi, c'est que ces candidats, ces jeunes qui font le doctorat aujourd'hui, ont évolué dans un système médiocre. Donc, au niveau de la communication, au niveau de la maîtrise des langues, ça pose problème. Donc, finalement, un engrenage. D'où la raison pour laquelle ces états généraux auraient dû aborder aussi cette question de formation des enseignants, bien sûr, et des formateurs au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Donc, oui, c'est important que tous les enseignants de l'Université de Burundi soient formés à la pédagogie universitaire. Je l'ajouterai numérique. Numérique parce que tout simplement, avec la crise sanitaire, dans certains pays africains, ils ont souffert, ils ont été obligés de fermer les universités. D'où, on ne sait pas, une autre pandémie qui pourrait apparaître. Et donc, il faut que l'Université de Burundi se prépare vraiment à basculer dans l'enseignement à distance. Et d'ailleurs, comment former ces plus ou moins 7 millions de jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc, il faut vraiment un enseignement à distance. Et donc, oui, il faut systématiquement organiser des formations des enseignants dans toutes les universités sur la pédagogie universitaire et numérique. Et je crois que nous tous, la majorité des Burundais sont prêts à aider, si bien sûr un cadre est bien défini, on peut donner ces formations à distance. Je le fais dans d'autres pays, pourquoi pas au Burundi, et bon, comment dire, en tout cas mes collègues de l'Université Burundi savent très bien que je suis disponible parce que j'ai déjà fait toute cette université, et comme je le fais d'ailleurs pour les autres pays. Et ça fait mal au cœur justement de ne pas aider mon pays suite au contexte politique en fait. Ouais. Je pense qu'ils vont entendre votre disponibilité à contribuer pour le pays. Il y a quelque chose qui a été évoqué au niveau de ces états généraux. Ils ont parlé de sureffectif. C'était au premier jour des états généraux. Le sureffectif dans les classes. Il y a des propositions de solutions. Il y a le secrétaire permanent de l'éducation nationale et de la recherche scientifique a proposé la réduction du taux de natalité. Mais même le professeur Ngaïm Henda, je crois, il a proposé la même chose. Et pensez-vous que c'est une solution durable? Non, bon, je crois que c'est une mesure qu'on chante depuis des années, d'encourager les Burundais à faire moins d'enfants. Depuis d'ailleurs le régime de Bagaza. Donc il faut être réaliste. Et puis, ça c'est normalement, si vous voulez, c'est même privé. On ne décrète pas le nombre d'enfants que chaque Burundais doit faire. Donc, ok, il faut encourager la réduction des naissances. Mais je ne vois pas comment, vraiment, concrètement, j'ai entendu d'autres qui disent qu'il faut envoyer les femmes faire des doctorats. Comme ça, ils ne feront pas beaucoup d'enfants. Bon. Bref, ce n'est pas sérieux, quoi. Plutôt, il faut chercher des solutions qui tiennent la route. Et réalistes. Bien sûr, qui coûtent. Mais... On y reviendra. Je vais y aller directement. Il suffit au Burundi d'augmenter le nombre d'écoles
Je m'explique comment. Il suffit de faire une carte scolaire. On connaît, je prends un exemple, le petit séminaire de Kanyosha. Quand je parlais de petit séminaire de Kanyosha, je fais allusion à d'autres. Je pourrais citer le collège de Tel. En tout cas, là, il y a un enseignement secondaire. Et l'État donnait des moyens ou contribuer à ce que le petit séminaire de Kanyosha ou un autre lycée de, je ne sais pas de quelle province, à construire une école primaire rattachée au petit séminaire de Kanyosha. À donner des moyens, à encourager pour que le petit séminaire de Kanyosha puisse construire une école maternelle rattachée à cette école. Et mener cette politique dans toutes les écoles du pays. Autrement dit, faire en sorte que, disons, le petit séminaire de Kanyosha soit un pôle de développement. C'est-à-dire doter ce groupe scolaire qui comprendrait une école secondaire, une école primaire et une école maternelle à être un pôle de développement. Comment? En construisant des infrastructures, notamment une bibliothèque. Une bibliothèque qui serait partagée non seulement par la population environnante, mais aussi par l'école secondaire, l'école primaire et l'école maternelle. Les infrastructures sportives. Faire bénéficier de ces infrastructures sportives aux populations environnantes. Les bibliothèques, j'en ai parlé, l'outil informatique, etc. Donc, ça permettrait, de résoudre justement le problème de pléthorique dans les classes. Ça permettrait d'améliorer la qualité de l'enseignement parce que si le petit séminaire de Kanyosha se classe parmi les écoles, les meilleures écoles, ça va de soi que la qualité sera la même, la rigueur dans la gestion sera la même au niveau de l'école maternelle et au niveau de l'école secondaire. Rien n'empêche qu'il y ait plusieurs classes parallèles A, B, C dans cette école primaire. Hein, vous voyez? Et le faire partout où il y a des écoles secondaires. Le faire partout, là il y a des collèges communaux. Et ça permettrait petit à petit de trouver cette solution de nombre de classes pléthoriques dans les classes. Et ça permettrait aussi de partager les ressources informatiques, bibliothèques et infrastructures sportives. C'est-à-dire, un terrain de football va servir à l'école secondaire et aussi au cours de sport pour l'école primaire. Vous voyez? Donc, c'est question de réflexion. Tout ça, je l'ai proposé en 2014. Voilà. Donc, c'est ce genre de réflexion, d'innovation qu'il faudrait plutôt privilégier plutôt que d'aller dans... Sans toutefois, je ne dis pas qu'il faut encourager les Burundais à faire moins d'enfants. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de coup de baguette magique pour justement réduire le taux de naissance. Et voilà. Donc, autre chose, j'ai parlé de l'enseignement à distance, qui pourrait aussi permettre de réduire le nombre d'enfants par classe. Le Sénégal a lancé en 2013 une université virtuelle du Sénégal. Aujourd'hui, 9 ans après, cette université privée a plus ou moins 39 000 étudiants. Ça a été un véritable succès, y compris le réseautage, l'accès à Internet. Donc, le modèle sénégalais pourrait servir au Burundi. Donc, c'est ce que j'attendais personnellement dans ces états généraux. Essayer de trouver des solutions innovantes et voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à la question en fait. Donc, pour vous, le taux de natalité élevé ne cause pas de problème. Donc, on peut résoudre... Non, le taux de natalité pose problème. Mais, je dis, ce problème est là et il n'y a pas de coup de baguette magique pour réduire le nombre de naissances. Oui. Et puis, le problème est déjà là, puisque plus ou moins 7 millions de jeunes au moins de 25 ans. Donc, l'âge scolarisable
Il faut trouver une solution pour ces... Ils ont évoqué, ils ont parlé d'une solution politique. Justement, quelques jours avant, j'ai vu le président de la République parler de ce problème. Il a dit qu'il attendait le recensement général pour prendre une décision à propos de cette limitation des naissances, justement. Et ça, c'est quand même violer les droits de l'homme aussi. Si moi, je souhaite faire 5 enfants pour des raisons personnelles, est-ce que l'État peut décider de me sanctionner? Vous voyez? Et puis, au Burundi, les enfants, c'est une richesse. Donc, il y a la culture burundaise aussi. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre de notre culture. Donc, ce que je veux dire, je suis 100% d'accord, c'est un problème, hein, je ne le nie pas. Mais pour résoudre le problème du système éducatif burundais, il faut aller vers les solutions qui donneraient des résultats rapidement, plutôt que compter sur la réduction des naissances qui se fera lentement. Et je le dis, déjà, si on oublie, disons que le taux de croissance de la population tombe à 0, mais qu'est-ce qu'on fait de 7 millions? Donc les 61% de la population qui doivent être scolarisés. Le problème est là. Donc, il faut effectivement encourager la population à réduire les naissances, mais aussi trouver des solutions pour cette réalité qui est déjà là, quoi. Je vais revenir sur votre proposition au niveau des États généraux. Vous avez demandé pourquoi le gouvernement ne pouvait pas faire en sorte que toutes les écoles soient des écoles d'excellence, au lieu de sélectionner. Est-ce que vous pouvez développer encore plus? Oui, c'est vraiment ça me fait mal au cœur, cette politique de diviser, de faire des classifications. Quand j'entendais même dans les États généraux parler de grands groupes pour intervenir, et donc il y a cet esprit de faire des classifications, de diviser, même dans les discours politiques. On ne s'en sort plus. Les exemples sont multiples. Alors, au niveau de l'enseignement au Burundi, il faut essayer de prendre des mesures qui permettraient à ce que toutes les écoles du pays soient meilleures, soient d'excellence. Parce que les écoles forment tous les enfants du pays. Ok, il y a des enfants qui émergent dans une classe, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut les séparer des autres. Parce que dans un système éducatif, il faut cultiver l'esprit de travail collaboratif, faire en sorte que les meilleurs remorquent les moins faibles. Et il faut penser aussi à l'organisation du pays. Pourquoi on ne dit pas, il faut des critères de choix des ministres, parler de l'excellence sur base des critères bien définis. Pourquoi le choix des présidents? Vous voyez? Donc, il faut que vraiment les Burundais soient unis, réconciliés sur tous les points de vue, éviter les classifications, peu importe. Plus particulièrement pour le secteur de l'éducation, c'est clair et net. Un pays est bâti par des compétences. On a besoin, on en a parlé, des infrastructures, les routes. On a besoin des ingénieurs, agronomes, des ingénieurs, des architectes, des géologues, etc., des médecins. Hein? Donc, d'où viendront tous ces, pas nécessairement il faut vraiment privilégier la qualité de l'ensemble du système. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ceux qui fréquentent les écoles d'excellence sont véritablement les meilleurs. Parce que tout simplement, les conditions de travail, ils ont tout en fait. Ils sont à l'internat, comme dans le passé. Ils ont assez de matériel, ils ont les meilleurs enseignants. Mais quand on voit les résultats, on pourrait se poser des questions en fait. Et d'ailleurs,
qui sont ces enfants qui feront prendre les écoles d'excellence. Et je parie que si on fait les statistiques, la majorité, ce sont des enfants des dignitaires ou des fonctionnaires de l'État. Donc, c'est la politisation, justement, de l'enseignement. Et c'est triste, hein, c'est vraiment regrettable. Donc, autrement dit, il faut encourager toutes les écoles à être meilleures. Il faut donner des moyens à toutes les écoles de la même façon. Question d'équité, pas déclassification, en fait. Ça date du temps de la colonisation. Et ici, aujourd'hui, on combat comment dirais-je, on dénonce le passé colonial. Ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, c'est même pire que ce qui se passait au temps de la colonisation. Les uns n'avaient pas le droit d'aller à Srida. Aujourd'hui, certains Burundais et les plus pauvres n'ont pas le droit d'aller dans une école d'excellence, dans des meilleures écoles. Bientôt, ils n'auront pas le droit d'aller à l'université du Burundi, suite justement à certaines décisions. Vous voyez ce que là, je fais en vie, c'est regrettable. Une nation doit être unie. La question d'équité doit être la même pour toutes les couches de la population et donner la chance à tous les Burundais de pouvoir étudier et pousser les études le plus loin possible. Je sais de quoi je parle. Et je l'ai dit tantôt. Si on avait pratiqué ces, comment dirais-je, ces distinctions, oui, bon, on ne reviendra pas. Il y a une tentative d'exclusion avec les I et les H. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose qu'ils sont en train de faire en mettant en avant cette notion d'excellence? Il n'y a aucune différence. Donc, plutôt prenons l'égalité, l'équité, donner les chances à tous les Burundais, à tous les jeunes Burundais, pour qu'ils puissent vraiment étudier, pour qu'ils puissent mener une vie digne d'un jeune du XXIe siècle. Et voilà, et chacun montrera ses capacités. Et sur base de ça, en fait, si vous voulez, les meilleurs vont se remarquer et l'excellence va bénéficier à tout le monde. En fait. Donc, je suis totalement contre ce genre de classification. C'est même hypothéqué. Ça renforce la médiocrité. On est classé une école qui n'est pas d'excellence. Voilà. Mais ils se basent sur les résultats scolaires. C'est ce qu'ils disent. Dans les années... je parle de la période dans laquelle je connais parfaitement bien, de notre temps. La qualité de l'enseignement venait d'où? On faisait même des compétitions de lecture de livres. Et les meilleurs apparaissaient. Les excellents étaient là, dans toutes les écoles du pays. Et il y avait le concours d'entrée à l'université, le test national. Et on émergeait. Donc, les résultats qui dit qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Burundi, pour justifier que c'est une école d'excellence, les enseignants sont obligés d'évaluer, de tricher, de donner des points gratuitement. Puisqu'il y a cette mesure de fermeture des écoles qui ne font pas réussir, qui n'ont pas de bons résultats. Oui, il y a des mesures contradictoires. Et on a parlé tantôt de valeurs. Hein? Et vous savez très bien ce qui se passe au Burundi. Il y a plusieurs cas frappants, notamment cet enseignant qui a laissé tomber ses habits, qui a mis le costume ou l'uniforme de son école et qui a passé un examen à la place d'un enfant. Et je pourrais multiplier d'autres exemples. Donc, est-ce que réellement l'évaluation est objective? Ou alors les directeurs sont obligés de donner des consignes pour justifier justement et pour garder les faveurs d'écoles d'excellence? Donc, l'on pourrait se poser 1000 questions en fait. À partir des cas concrets, déjà vécu des cas malheureux, de tricherie qu'on observe ici et là. Bref, je doute fortement et ce n'est pas la meilleure solution. Donc,
Et puis il faut que ce soit cohérent. Aujourd'hui, on parle de financer le système éducatif burundais. Et en même temps, on classe les écoles en excellence. Et finalement, l'argent qui sera versé par les parents dans ce fonds de solidarité, ce fonds commun pour l'éducation, c'est pour toutes les écoles où on donnera un grand pourcentage aux écoles d'excellence. Vous voyez, il n'y a pas d'équité. Autrement dit, il faut, financer effectivement, les Burundais doivent se mobiliser pour financer l'enseignement, mais il faut qu'il y ait l'équité et éviter ces classifications en fait. Parfois même, je dirais fantaisistes. Objectivement, franchement, c'est discutable, mais... Une toute dernière question. Vous avez entendu le professeur Gaspard Wanyangimbona, lorsqu'il a pris la parole au premier jour, il a dit je vois que certains visages ont changé depuis les États généraux de 2014, mais nous nous retrouvons face au même problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que dans les États généraux prochains, peut-être, on ne se retrouve pas face au même problème d'il y a quelques années? Premièrement, il a été honnête. Il a été aux commandes pendant plusieurs années. Il était le président de la commission qui a préparé les assises de 2014. Par la suite, il est devenu ministre, en passant par le rectorat. Donc, s'il y a échec, il est quand même un peu responsable. Et l'équipe a changé, mais malheureusement, il y a une continuité. Pourquoi? Qui est le ministre aujourd'hui de l'éducation et de la recherche scientifique? C'est le meilleur ami de Gaspard. Il est biologiste comme lui. Les principaux cadres au ministère, je pourrais citer des noms. Vous n'avez qu'à vérifier, vous êtes journaliste. Ce sont des biologistes. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le clientélisme. Je pourrais trouver au moins, parmi les modérateurs, parmi l'équipe restreinte qui a préparé les assises, je dirais que 90% ce sont des biologistes. Je ne suis pas contre les biologistes. Justement, c'est un constat. En fait, je les connais. Parce que la majorité ont été à l'ULB. On fait le thèse à l'ULB ou en Belgique. Donc, pour dire, le problème du système éducatif burundais est bien là. Le clientélisme, la politisation, aucune innovation. Quand on donne une idée contraire à ce qui est souhaité probablement par le pouvoir, on devient un ennemi. Alors qu'on cherche l'intérêt général. Autre problème. J'ai parlé de liberté académique. Je n'y reviens pas. Pourquoi, en fait, les gens violent leurs droits, notamment ces éminents professeurs qui, au lieu de dire la vérité, au lieu d'assumer ce qu'ils croient, ils s'alignent sur le discours des politiciens. C'est parce que tout simplement, ils sont intéressés par les finances. Vous savez, tous les intervenants, ils ont eu des émoluments. C'était des consultants, ils ont été payés. Tous les participants, enfin la majorité des participants à ces états généraux, ils ont eu droit à ce qu'on appelle frais de déplacement. Autrement dit, ils sont achetés pour défendre le discours probablement décidé ailleurs. Donc, c'est pour dire quoi? Les visages ont changé, mais il y a une continuité parce que, voilà, c'est un ami, je remplace un ami, je ne peux pas
dénoncer qu'il y a eu échec, tout ceci ou cela. C'est la raison pour laquelle le grand projet, la grande réforme qui a été évaluée, comme je le disais, on a enterré le rapport dans un cabinet d'audit burkinabé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dans 4 ans, 8 ans, les problèmes soient finels? C'est exactement ce qu'on a dit tout au long de ces échanges. Il faut un projet de l'école qui promeut les valeurs dont j'ai énuméré au Burundi Bushingantahe. Pourquoi? Parce que ça permettra de piloter de façon professionnelle le système éducatif burundais. Ça permettra de faire en sorte qu'il y ait la discipline dans les écoles. Ça permettra vraiment de définir le profil à la sortie de l'université. J'ai parlé des ingénieurs, des médecins, etc. Il faut revoir un programme qui répond aux besoins du pays, en mettant en avant la maîtrise des langues. Vous savez, parce que tout simplement, il faut connaître la langue dans laquelle on étudie. Il faut pouvoir réussir. Il faut être capable de s'exprimer. Vous savez que la communication est importante dans une carrière, en fait. Et puis, je le dis pourquoi. Vous voyez, vous avez vu sans doute des vidéos qui circulent, y compris comment certaines autorités s'expriment dans certaines langues, au lieu de parler d'ailleurs, d'avoir le courage de parler en Kirundi. Donc, le projet de l'école est faire en sorte que les valeurs de Burundi, de Bushingantahe, soient intégrées dans le pilotage, dans la gestion du système éducatif burundais, à tous les niveaux. Et, bien sûr, mobiliser des moyens pour, disons, équiper les écoles. Et essayer de réduire le coût en faisant... il y a plusieurs façons de le faire. En faisant des achats groupés. Et en faisant profiter des infrastructures à un ensemble d'écoles. J'ai parlé d'écoles secondaires, primaires, etc. et maternelles. Donc, voilà, en peu de mots, il faut vraiment innover, il faut trouver des solutions novatrices et bien sûr, sans oublier bien sûr la formation des enseignants, la formation initiale et continue, la formation des enseignants de l'Université Burundi en pédagogie universitaire et la carrière enseignante doit être revalorisée. Et donc, c'est vraiment tout ce base doit s'intégrer dans ce que j'appelle projet de l'école burundaise refondé complètement en fait. Donc sinon, et puis avoir le courage de se regarder dans le miroir, de reconnaître que les réformes ont échoué et revoir les choses comme c'était prévu dans la note conceptuelle. C'est pourquoi, en écoutant les recommandations, je suis parti fortement mitigé. Donc voilà, une série de... peut-être ceux qui m'écoutent, ils vont dire, voilà, c'est ce qu'ils ont fait dans les recommandations. Non. Clairement, les recommandations, pour moi, les assises, c'était, d'une part, privatiser la régie des œuvres universitaires, privatiser les internats, c'est-à-dire chercher de l'argent, en fait. Et c'était la recommandation numéro 17, de ponctionner les salaires des enseignants, soi-disant pour financer le système éducatif burundais, mais je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Quand on regarde la gestion du pays, la gestion de la chose publique, je ne crois pas du tout que la volonté, c'est vraiment d'améliorer la qualité de l'enseignement. Merci beaucoup, professeur Libera Nibashira Kandi. Vous avez quelque chose, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter, je l'interpelle les Burundais, à faire en sorte que, effectivement, dans 4 ou 8 ans, on puisse arriver quand même à des résultats concrets et palpables. Et notamment, être vigilant sur les réformes et exiger que
malheureusement, il n'y a pas une recommandation dans son sens, que toutes ces recommandations soient suivies par un comité inclusif, véritablement inclusif. Pas justement les personnes qui sont mandatées pour défendre la politique du gouvernement, mais plutôt associer les syndicalistes, associer les représentants des parents, pour justement faire en sorte que dans 8 ans, il n'y ait pas, disons, une autre séance, d'autres assises pour répéter la même chose et constater les dégâts et faire le même exercice pour attendre encore 8 ans. Enfin, pourquoi je suis vraiment sceptique, j'invite les Burundais à vérifier qui gèrent les diplômes, la numérisation des diplômes. Donc, c'est un dossier que j'ai essayé d'instruire, qui montre clairement ce qui se cache derrière parfois certaines réformes. Donc, il y a une société qui numérise tous les diplômes et tous les lauréats doivent payer chaque année des frais soi-disant de conserver ce diplôme. Et les employeurs ne doivent pas accepter d'autres diplômes que les formats électroniques. Vous êtes journaliste, je vous invite à faire des enquêtes et vous constaterez la gravité en fait, de la situation. Peut-être que c'est un sujet qu'on peut aborder prochainement. Je vous remercie beaucoup, professeur Libera Ntibashira Kandi, d'avoir accepté de participer à l'émission Au cœur de la société et d'aujourd'hui, de ce 18 juin 2022. Merci à vous de m'avoir invité. C'est avec plaisir. C'est un sujet qui me passionne, tout en espérant que j'apporte ma contribution pour justement faire évoluer le système éducatif burundais. La question de l'éducation est une question nationale qui devrait préoccuper tous les Burundais. C'est une affaire de tout le monde, mais qui doit rester totalement apolitique. Merci beaucoup. Je rappelle que vous contribuez justement depuis plusieurs années. Vous contribuez à l'amélioration de l'éducation au Burundi. Chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Et à la présentation, vous avez vu que c'était Émile Nibasumba. Au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.